Bonjour à tous, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. Nous allons revenir sur la victoire des conservateurs en Grande-Bretagne, les déclarations de candidature aux États-Unis, ainsi que sur la tribune de femmes journalistes politiques en France contre le sexisme. Et voici, tout d'abord, comme chaque semaine, en quelques secondes, le bilan de cette journée d'info. 16 000 soldats ont participé à la cérémonie russe des 70 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie. Les dirigeants occidentaux étaient absents de l'événement. Le triomphe des conservateurs a fait mentir tous les sondages en Grande-Bretagne. Le parti a remporté la majorité absolue à la Chambre. La défaite est cuisante pour les travaillistes, tandis que l'Écosse arbore les couleurs du SNP, le Parti nationaliste écossais. Le département du Trésor américain autorise désormais les liaisons maritimes entre la Floride et Cuba. Plusieurs licences ont été accordées. Cette semaine, David Cameron a fait mentir tous les sondages et a balayé le Parti travailliste en offrant une victoire éclatante aux conservateurs. Avec nous en duplex du Royaume-Uni, Alan Mendoza, membre du Parti conservateur. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci. Alors, vous n'avez pas été élu dans votre circonscription, mais le succès de votre parti a dépassé toutes les attentes. Est-ce que vous êtes surpris ? Eh bien, je pense que ma circonscription a goûté un peu à cette victoire puisque nous avons réussi à obtenir le plus grand nombre de sièges conservateurs à Londres. Ce n'était pas vraiment une surprise pour moi puisque j'ai vu les chiffres tout au long de la campagne. Les résultats ont reflété ce que je pensais qui allait arriver sur le plan national. Il y avait de l'espoir. Tous les sondages disaient que nous allions être dans une situation où il n'y a pas de majorité claire au Parlement. Et donc, il y avait beaucoup d'espoir que nous verrions cette victoire. Et comment est-ce que vous expliquez la différence entre les prévisions des sondages et les résultats dans les urnes ? Je pense que cela montre la faiblesse du système électoral ici. Lorsque vous avez ce genre de complexité dans un système parlementaire avec 4 ou 5 partis en compétition et avec beaucoup de votants indécis, les résultats ne sont pas surprenants. On l'a vu aussi dans les élections israéliennes et dans d'autres pays. Il se pourrait aussi que le système est mauvais ici, au Royaume-Uni. Alors, les leaders d'opposition, Miliband, Clegg et Farage ont démissionné. C'est quelque chose que vous saluez ? Je pense que c'est une victoire solide pour les conservateurs. Oui, il y avait beaucoup de partis, mais au bout du compte, lorsque les gens ont dû prendre leurs décisions, les gens partout au Royaume-Uni, excepté l'Écosse peut-être, ont voté pour la stabilité et le progrès. Ils ont voté pour un parti qui leur donne de l'espoir au niveau économique. Et lorsqu'on regarde les chiffres, ce n'est pas une surprise que les leaders de ces partis ont démissionné. Le Parti travailliste a pratiquement coulé en Écosse et ils ont échoué en Grande-Bretagne. Leur message de gauche a été rejeté formellement. Les démocrates libéraux ont été écrasés. Ils n'ont plus que 8 sièges et donc ce n'est pas surprenant que les dirigeants démissionnent. D'après vous, à quoi va ressembler le prochain gouvernement Cameron ? Eh bien, nous le saurons très bientôt puisque le gouvernement est en train d'être formé. Donc au cours des prochaines heures, nous en saurons plus sur ce gouvernement. Il faudra voir qui occupera les postes ministériels importants pour comprendre. Merci d'avoir été avec nous depuis Londres. Merci. Daniel Shaikh, bonjour. Bonjour. Ancien ambassadeur d'Israël en France. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Daniel Zeri. Bonjour. Merci d'être avec nous cette semaine encore. Vous préparez l'émission toutes les semaines avec vous deux. On va revenir sur deux points politiques de la semaine dans deux pays différents, mais les deux sont très importants. On va commencer avec Israël. Daniel, Israël a enfin un gouvernement après des élections anticipées déclarées en décembre. On est en mai, il y a enfin un gouvernement, mais de 61 députés sur 120, c'est-à-dire la majorité tient à un siège. C'est tenable ça ? Sans doute que non, mais je suppose que c'est une sorte de gouvernement de transition qui soit va tomber, ou bien va devoir s'élargir. Et là, il y a plusieurs options politiques dont on parle déjà, mais ça va attendre quelques mois. Je suppose que le Premier ministre Netanyahou va vouloir soit s'adresser à l'Union sioniste, à Bougie Herzog, à son grand adversaire, ou bien, plus modestement, à Yair Lapid, au parti Yesh Atid. En tout cas, ce que cela signifie, c'est surtout vraiment la difficulté de ce système électoral. Ça, vous le dites à chaque fois. Je le dis à chaque fois. Au lendemain des élections, on parlait de la grande victoire de Netanyahou, grande victoire avec 30 sièges, un quart de la Knesset. Et la preuve,
il a vraiment eu le plus grand mal de former une coalition et finalement il se retrouve avec la coalition la plus fragile de l'histoire du pays, qui tient juste sur un siège. Il suffit, comme disait le chef de l'opposition, attention, n'allez même pas aux toilettes parce qu'on va vous faire tomber. Alors, la chasse perd sa place, là, comme on dit. Complètement. Vous avez évoqué deux possibilités, soit Yair Lapid, soit la gauche. Avant de parler de la gauche, si Netanyahou décide de rester avec cette coalition, c'est-à-dire simplement une coalition de droite, mais que ça ne se passe pas bien avec ses partenaires et qu'il y a une crise. C'est envisageable ça de voir la droite provoquer la défaite de la droite et le retour aux élections ? Bien sûr. Parce qu'on sait qu'au sein de la droite, ils ne s'entendent pas très bien. Bien sûr, parce que la droite n'est pas... Il faut comprendre, c'est une coalition de droite, mais elle n'est pas une coalition forcément cohérente sur le plan politique. Il y a des vraies divergences et surtout, il y a beaucoup de mauvais sang personnel entre un grand nombre de ses participants, notamment entre Benjamin Netanyahu et Naftali Bennett, qui est à la tête du parti sur lequel tient cette coalition. Donc on pourra avoir des élections législatives à cause de la droite, qui ne s'est pas entendu à cause de la droite, entre eux, et retourner aux électeurs. Ce n'est pas inédit déjà dans l'histoire du pays, et surtout, c'est à nouveau dans une telle fragilité. N'importe qui peut faire tomber ce gouvernement, même pas un parti entier. Il suffit d'un renégat ou deux au sein d'un des partis et déjà le gouvernement se trouvera en difficulté. Je trouve difficile de croire qu'un homme politique aussi expérimenté que Benjamin Netanyahu va vouloir maintenir cette situation longtemps. Alors l'autre possibilité, c'est la gauche, vous le disiez tout à l'heure, et on a appris que Netanyahou conserverait plus ou moins le poste de ministre des Affaires étrangères pour Yitzhak Herzog, mais c'est envisageable, sérieusement, après une campagne où la gauche a critiqué Netanyahou pendant des semaines, a expliqué que non, plus jamais c'est fini, plus avec lui, il faut le remplacer, on va le remplacer. Bon, on ne peut pas le remplacer parce qu'on n'a pas été élu, mais ils vont de nouveau s'asseoir avec lui. Vous savez, la réelle politique prime souvent en situation de difficulté. Et évidemment, si la situation politique était plus stable, plus claire, plus tranchée, personne n'aurait parlé d'une telle éventualité. Mais dans la situation actuelle, je pense que c'est envisageable. C'est d'ailleurs, à mon avis, ce qu'aimerait voir le public israélien. Personnellement, je ne suis pas persuadé que la largesse la largesse de l'horizon politique d'un gouvernement atteste forcément pour sa stabilité, parce que avec des pôles tellement éloignés l'un de l'autre, comme vous venez de le dire, il sera difficile de développer un programme cohérent et commun. Alors Daniel, on va passer de l'autre côté de la Méditerranée, de l'autre côté de l'Atlantique avec l'autre Daniel, de l'autre côté de la table, pour continuer de politique, mais américaine. Il y a du nouveau aussi au côté américain avec de nouvelles candidatures pour les primaires. Candidatures pour les primaires républicaines. La liste s'agrandit de jour en jour. Je vois votre feuille de plus en plus longue chaque semaine. Voilà, de plus en plus longue. Mais en fait, on a 3 nouveaux candidats qui ont rejoint la course aux primaires républicaines, à commencer par Ben Carson. Il est alors pas du tout du milieu politique, neurochirurgien par son métier, notamment connu pour avoir réalisé la toute première opération de séparation de jumeaux siamois. En 1987. Voilà. C'est déjà pas mal. Aujourd'hui, un chirurgien à la retraite, et c'est le premier noir américain à se présenter dans cette course pour 2016. Pour les Républicains. Voilà, pour les Républicains. Il critique beaucoup Obama, notamment dans ce qui concerne le domaine de la santé, puisque c'est de là qu'il vient. Évidemment. Des propos assez controversés en général, notamment lorsqu'il parle de l'homosexualité, qui pour lui est un choix, ce qui est surprenant pour beaucoup, sachant qu'il vient de la science. Mais attention, comme on a dit, aucune expérience politique. On a ensuite Carly Fiorina, la deuxième femme à se présenter jusque-là. Elle vient du milieu des affaires, elle était à la tête de l'entreprise HP. Elle a un petit air à Hillary Clinton. Un petit peu, oui, un petit peu. Hillary Clinton républicaine. Elle était à la tête donc de HP, cette entreprise informatique. D'ailleurs, elle utilise son statut de businesswoman. Elle le dit, je connais l'économie, je sais comment ça fonctionne, je sais comment le monde fonctionne, et pour elle, c'est un grand avantage. Et elle se place comme une rivale
d'Hillary Clinton, puisque même dans sa vidéo d'annonce, elle se place vraiment comme la rivale. On la voit zapper dès qu'elle voit Hillary Clinton à la télé. Donc ce n'est pas que physique, c'est aussi stratégiquement parlant. Et puis le dernier, c'est Mike Huckabee, qui est un ancien pasteur baptiste. Il se présente comme le candidat de l'Amérique rurale et évangélique. Donc c'est pas sa première campagne présidentielle pour Mike Huckabee. Il s'est déjà présenté aux primaires en 2008. Il a perdu face à John McCain. Mais il avait connu des succès assez importants, notamment dans l'Iowa, qu'on sait que c'est un État très important dans les élections américaines. Et puis après sa défaite, il s'était reconverti dans la télévision, où il présentait une émission sur Fox News. Donc la course promet d'être très intéressante pour 2016. Et surtout très longue, Daniel. D'après vous, qui va arriver jusqu'au bout de tous ses candidats? Sans doute pas tout le monde. Et d'ailleurs, certains des poids lourds dont on parle n'ont même pas encore annoncé, comme Jeb Bush par exemple. Il y a des noms. C'est lui, d'après vous, qui va arriver au bout? Je ne sais. Lui, s'il annonce ce qui me semble assez certain, il va certainement arriver jusqu'au bout. Je ne sais pas s'il va gagner, mais il va arriver jusqu'au bout. Les rumeurs circulent déjà depuis un bon bout de temps. Oui. Sur Bush. Mais sur cette liste, il y aura des gens qui vont renoncer à un certain moment. Mais j'aimerais dire un mot sur le tout. Regardons Israël. 5-6 mois de paralysie politique. Total. Les États-Unis, à 18 mois des élections, commencent à entrer dans un mode électoral. Mais regardez la Grande-Bretagne. Une campagne de 5 semaines, des élections avec un vrai résultat, et en 3 jours, il y a un gouvernement. C'est-à-dire... Et le jour même reconnu par la reine. Et le jour même reconnu par la reine. Et le jour même, tous les perdants quittent la scène politique. Vraiment, une leçon à apprendre. Ce sera le mot de la fin pour ce sujet. Merci beaucoup, Daniel Chagavard, avec nous. Merci beaucoup, Daniel Zéry, de ces explications sur les candidats républicains. 40 femmes journalistes politiques de médias français ont signé une tribune dans le journal Libération pour appeler à mettre fin au sexisme de certains hommes politiques. Nous sommes en liaison avec l'une des signataires, Hélène Becmazian, journaliste politique au Monde. Bonjour. Bonjour. Alors, qui est à l'origine de la tribune ? C'est une initiative qui vient des journalistes de Libération, de Laure Breton, avec quelques autres journalistes qui, je crois que lors d'un voyage officiel, il me semble, ont dû faire face à un énième comportement un peu déplacé de la part d'hommes politiques et qui se sont dit que cette fois, ça suffisait de se taire à chaque fois, de ne pas réagir, en tout cas pas publiquement, et qui ont décidé donc de frapper un coup un peu fort et qui ont contacté plein de journalistes femmes qui travaillent dans la politique comme moi pour les associer à leur projet, à leur idée. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples concrets de cas de sexisme dont les journalistes sont victimes ? Alors, il y a plusieurs cas, je dirais, de sexisme en France, en tout cas dans le monde, dans le rapport journaliste politique. Il va y avoir le premier niveau auquel on ne fait même plus attention, en fait. Ça va être des petites remarques, des petites blagues, c'est-à-dire pendant une conférence de presse, on va dire « Ah, ça c'est bien une question de fille », ou alors on va prendre prioritairement la question avec une remarque du genre « Bon, je vous donne la parole à vous parce que vous êtes une femme, parce que vous avez une jolie robe ». Donc il y a ce niveau-là. Ensuite, il va y avoir des trucs plus graves qui s'apparentent pratiquement à du harcèlement, des gestes un peu déplacés, une main qui passe dans les cheveux, qui remonte discrètement le long de la robe tout en disant que surtout ce n'est pas fait exprès et qu'il ne faut pas penser à mal, des textos répétitifs, des avances physiques. Puis il va y avoir aussi quelque chose qui est plus difficile à expliquer, qui est plus difficile à prouver, que moi je ressens parfois, qui est une forme de discrédit, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on ne répond pas de la même manière à une question quand elle est posée par une femme et quand elle est posée par un homme. Alors bien sûr, dans certains cas, c'est pas tout le temps et c'est pas avec tout le monde, mais parfois voilà un peu ce sentiment que les femmes sont des journalistes en herbe et que la politique c'est une affaire d'hommes qui doit être traitée par des hommes et que voilà, nous on ne mérite pas peut-être d'être traités de la même manière. Vous avez dit dans une interview que la prochaine étape pour vous serait de donner les noms des politiques sexistes. Vous l'envisagez réellement ? Je l'envisage. Le principe de donner des noms, c'est pas une condition, c'est pas une étape c'est pas un objectif que je me fixe. Mais je pense que pour que les comportements changent, en tout cas auprès des hommes politiques, j'ai l'impression que la seule chose qui peut vraiment les effrayer, les faire changer, c'est la peur d'être dénoncé par l'opinion publique. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans l'opinion publique, c'est de plus en plus mal accepté. On a vu les réactions après l'affaire DSK, après d'autres affaires qui ont pu sortir. Donc on sait qu'aujourd'hui, les hommes politiques n'ont pas intérêt à ce que ça se sache, n'ont pas intérêt à être dépeints comme des machos qui sont attirés uniquement et intéressés uniquement par ça. Donc je pense que, en tout cas, c'est la seule
menace qui puisse vraiment avoir un effet, qui puisse vraiment changer les comportements. Donc quand je dis la prochaine étape, c'est de donner les noms des gens, c'est surtout une manière de dire on n'aura pas peur de le faire. Et je vois que Pierre Cohen a un peu critiqué votre initiative en affirmant que le sexisme n'est pas le problème uniquement de 40 journalistes et qu'il y a un problème de hiérarchisation, selon lui, de l'information. Qu'en pensez-vous ? C'est-à-dire que je ne comprends pas très bien, en fait. Nous, on l'explique dans notre tribune, on le dit que le sexisme ne nous concerne pas que nous, mais que nous, on a la chance, la possibilité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir le dire publiquement. Et c'est une chance qui n'est pas donnée à beaucoup de femmes qui souffrent du sexisme quotidiennement en France. Et je pense que les luttes ne s'opposent pas, elles se réunissent. Et que si nous, en luttant de cette manière-là contre le sexisme, ça peut aider toutes les femmes qui sont dans des situations beaucoup plus précaires, qui sont en détresse parfois. Et il faut garder à l'esprit que les hommes dont on parle, ce sont des gens qui font la loi, ce sont des gens qui prennent des décisions pour toute la France, et que si dans leur tête ils ont ce genre de comportement, s'ils estiment qu'une femme vaut moins qu'un homme, s'ils estiment qu'ils peuvent se permettre des choses avec les femmes qu'ils ne feront pas avec des hommes, on peut imaginer que ce sont des choses qui vont transparaître dans les décisions qu'ils prennent. Donc hiérarchie de l'info, oui, mon cas n'est pas très important, et effectivement j'ai conscience d'être une privilégiée par rapport à énormément de femmes, mais je pense que c'est une manière d'entraîner les luttes, et on voit d'ailleurs, ça a créé le débat, cette tribune qu'on a fait, et c'est un des objectifs qu'on voulait atteindre et qu'on a atteint, et je pense que c'est un sujet aujourd'hui en France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et c'était Le Monde de cette semaine tel que nous l'avons vu. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.